Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Joël de l'Institut Neurosciences. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de prendre un moment pour vous. Si vous vous réveillez fatigué, malgré une nuit complète, si vous avez l'impression de tenir le jour, mais de ne jamais vraiment récupérer, alors prenez ce temps avec moi. Parce que ce que vous vivez, beaucoup de personnes le vivent aujourd'hui. Et pourtant, quand on cherche à comprendre, tout semble normal. Les analyses sont bonnes, le corps fonctionne. Et malgré ça, quelque chose ne revient pas. Depuis plusieurs années, c'est une question qui me travaille profondément. Qu'est-ce qui se joue avant l'effondrement? Pas au moment où tout lâche, mais bien avant. Quand le système commence à perdre sa capacité à récupérer. On parle beaucoup de stress aujourd'hui, de surcharge, de burn-out. Mais si le problème n'était pas là? Et si le vrai problème n'était pas le stress, mais la capacité du corps à revenir? Dans cet épisode, je vous propose de changer de regard, de passer d'une logique de ce qui nous fatigue à une compréhension de ce qui ne récupère plus. Et pour ça, vous allez découvrir un système encore trop peu regardé, le système tonico-ventilatoire. Imaginons la scène, un matin, se lever devient une véritable épreuve insurmontable. Le corps pèse une tonne, le cerveau est dans le brouillard, et cet épuisement, il est tel qu'il donne presque la nausée. Ouais, c'est d'effondrement total. Voilà. Et face à ça, le premier réflexe, évidemment, c'est de consulter. Donc on enchaîne les prises de sang, les examens s'empilent, la grande machine médicale tourne à plein régime, et puis les résultats tombent. Et ils sont parfaitement normaux. Absolument rien à signaler. C'est ça. Aucune carence, aucun virus, aucune lésion. On se retrouve avec une radiographie totalement vide. Comment est-ce possible que près de 2 travailleurs sur 3, selon les notes qu'on a sous les yeux, se disent au bord de l'épuisement massif, mais que la médecine peine souvent à voir quoi que ce soit sur ces écrans? En fait, ce décalage entre la souffrance qui est vraiment ressentie et l'absence disons, de preuves visibles, c'est au cœur d'une immense incompréhension clinique. Historiquement, la médecine cherche toujours une panne locale, tu vois. Comme une pièce défectueuse dans un moteur en chaîne. Exactement, l'équivalent d'un os cassé avec une ligne de fracture bien nette. Or, ce que vivent ces personnes, ce n'est pas du tout une panne isolée. C'est un effondrement diffus, invisible avec nos grilles de lecture classiques. Et c'est exactement pour cela que les sources d'aujourd'hui sont si percutantes. On a des notes cliniques, des travaux fascinants sur le biofeedback et les neurosciences. Et tout ça nous pousse à jeter par la fenêtre presque tout ce qu'on pensait savoir sur le burn-out et la fatigue chronique. Ah oui, c'est un vrai renversement. L'idée que le stress est notre pire ennemi, faux. L'idée qu'un bon grand week-end de sommeil suffit à réparer la machine, faux également. Donc la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de révéler cette fameuse armature physique invisible qui gère véritablement notre épuisement. Tout un programme, hein. Démêlons un peu tout ça. Parce que pour notre auditoire, nous allons comprendre pourquoi le corps reste littéralement séquestré en mode survie et comment le sommeil, au lieu de nous sauver, il peut devenir le théâtre silencieux de notre propre épuisement. Alors pour commencer à démêler ce nœud, il faut vraiment redéfinir de quoi on parle. L'Organisation mondiale de la santé qualifie désormais le burn-out de phénomène occupationnel. C'est un terme très précis, ça. Et ça change tout. Ce n'est plus classé comme un problème médical au sens d'une maladie psychiatrique individuelle. C'est défini par un triptyque, un épuisement extrême, une distance mentale ou même un certain cynisme vis-à-vis du travail, et une perte totale d'efficacité. Et le fait que l'OMS le définisse ainsi, je trouve que ça retire enfin cette chape de plomb toxique, cette culpabilité. Complètement. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. Mais ce qui me surprend le plus dans nos sources, c'est vraiment cette insistance à réhabiliter le stress. Parce qu'on lit partout dans les magazines qu'il faut éliminer le stress de sa vie. Ah, la fameuse injonction au zen permanent. Voilà. Or, les données montrent que le stress, c'est simplement la réponse vitale d'un organisme qui s'adapte. Sans stress, un animal ne fuit pas un prédateur. Sans stress, un être humain ne trouve même pas l'énergie de se lever de sa chaise le matin, en fait. C'est le carburant. Si l'on relie cela à une vision plus globale, le vrai problème de la fatigue chronique n'est pas l'entrée dans l'état de stress, c'est l'incapacité physiologique d'en sortir. C'est-à-dire? La mécanique d'activation fonctionne très bien, mais c'est la mécanique de freinage qui est détruite.
Ah, ça me rappelle l'analogie dans nos notes, l'image du moteur de voiture. Je trouve qu'elle illustre ça parfaitement. Vas-y, dis-nous. Monter dans les tours à 130 km/h pour doubler un camion sur l'autoroute, le constructeur a prévu ça, le moteur est littéralement fait pour encaisser cette montée en puissance. Ouais, il est conçu pour. Le véritable danger, l'usure destructrice, ce n'est pas cette pointe de vitesse. C'est quand la voiture est garée, que la manœuvre est terminée, mais que la pédale d'accélérateur reste coincée au plancher. Et là, le moteur hurle dans le vide. C'est une excellente image. Et le coup de ce moteur qui tourne dans le vide, ça porte un nom très précis en physiologie. C'est la charge allostatique. La charge allostatique. D'accord. C'est ça. C'est le prix énergétique que le corps paie pour maintenir une adaptation en continu. Et ce concept, il est vraiment indissociable de ce que les cliniciens appellent la marge adaptative. La marge adaptative, c'est un peu comme les amortisseurs de cette même voiture, non? Exactement. Un système en bonne santé possède une grande marge, une souplesse, qui lui permet d'encaisser les nids de poules de la journée, de s'activer très fortement, puis d'absorber le choc et de revenir à un niveau de calme plat. Ce qu'on appelle sa ligne de base. Donc, le burn-out, en fait, ce n'est pas ce fameux dossier de trop ou l'email qui fait déborder le vase à 19h. Non, pas du tout. C'est simplement le moment où l'amortisseur est arrivé en butée. Il n'y a plus un seul millimètre de souplesse. Mais du coup, si le problème est mécanique, j'ai une question. Je t'écoute. Les conseils qu'on entend habituellement face à la fatigue traitent souvent ça comme un problème de logiciel, un truc presque exclusivement mental. On dit aux gens de méditer, de lâcher prise, de faire le vide dans leur tête. Nos sources qualifient même cette approche de cérébrocentrée. Et c'est un vrai piège, parce que le cerveau, il ne flotte pas dans un bocal stérile. Ce serait pratique, mais non. C'est ça. Il repose sur une infrastructure physiologique. Attendre d'un cerveau qui lâche prise alors que le corps qu'il soutient est en alerte maximale, c'est peine perdue. C'est impossible. Et c'est ici qu'intervient l'armature centrale de nos régulations, ce qu'on appelle le STV. Le système tonico-ventilatoire. Voilà. C'est un couplage fonctionnel ininterrompu entre trois grands piliers de notre existence physique. La posture, la respiration et le niveau d'éveil de notre système nerveux. Attends, je vais faire un peu l'avocat du diable là-dessus. Vas-y. Quand on parle de posture et de respiration pour régler un burn-out massif, un truc qui détruit des carrières, ça sonne quand même un peu comme une injonction de magazine de bien-être, non? On est vraiment en train de dire que pour éviter un effondrement professionnel complet, il suffirait de s'asseoir le dos bien droit sur sa chaise et de prendre de grandes respirations par le ventre? Alors, l'objection est super classique, mais elle confond vraiment la cause et le symptôme. Le STV, ce n'est pas une petite astuce de relaxation pour être zen au bureau. C'est une contrainte biologique absolue. Ok, explique-moi ça. Imaginons un corps recroquevillé sur un clavier d'ordinateur pendant 8 heures. Les épaules sont enroulées vers l'avant, la cage thoracique est comprimée. Mécaniquement, ton diaphragme, qui est notre muscle respiratoire principal, il manque d'espace pour descendre. Forcément, on est tout assez. C'est ça. Donc la respiration devient thoracique, haute, courte et saccadée. Ce schéma corporel très précis envoie un signal nerveux en continu aux structures archaïques du cerveau pour lui dire « Attention, l'organisme est en situation de danger immédiat ». Ah, donc le corps hurle au feu, littéralement, et du coup le cerveau refuse de désactiver l'alarme. Exactement. Dans ces conditions, demander à ton cortex préfrontal de se détendre, c'est une absurdité biologique. C'est fascinant. Et les recherches vont encore plus loin dans cette mécanique, parce que le vivant n'est pas passif. On n'attend pas de recevoir un ordre pour bouger. Les textes parlent de l'anticipation, avec des termes comme les APA, donc les ajustements posturaux anticipés. Et les AVA, les ajustements ventilatoires anticipés? Oui, l'anticipation montre à quel point notre biologie est proactive. Pour illustrer, si l'on décide de tendre le bras pour attraper un verre d'eau sur la table, le mouvement du bras n'est pas la première chose qui se passe. Ah bon? Non. Quelques millisecondes avant même que le bras ne bouge, les muscles des mollets, des cuisses et du bas du dos se contractent. C'est ça un APA. Le corps modifie sa tension musculaire globale, son fameux tonus, pour verrouiller le centre de gravité et éviter qu'on ne tombe en avant. C'est fou de se dire qu'on se prépare à tomber juste pour un verre d'eau. Et la respiration suit le même chemin, j'imagine? Tout à fait. Avant l'effort, la ventilation s'adapte, ça c'est l'AVA. Donc un STV sain, c'est censé être comme un élastique bien souple. Il s'étire, dans cette anticipation, on attrape le verre d'eau et paf, l'élastique revient à sa forme normale. C'est la marge adaptative dont on parlait. Voilà. Mais si l'on a perdu cette marche, l'élastique s'est racorni.
Il est devenu complètement rigide, le système reste figé dans cet état d'ajustement permanent. Exactement, et l'organisme se retrouve verrouillé dans des stratégies du survie qui sont très coûteuses en énergie. Il est toujours préparé à un mouvement imminent mais qui tarde à venir. Et la fatigue s'accumule. Ce qui nous amène à un paradoxe énorme. Parce que si notre corps est coincé dans cette rigidité épuisante pendant la journée, pourquoi une simple nuit de 8 heures ne remet-elle pas les compteurs à zéro? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On lit dans les documents cliniques une phrase clé. Le jour, le système compense et la nuit, il se révèle. C'est le principe fondamental pour comprendre la fatigue chronique. Donc si je comprends bien, ce n'est pas seulement que le système reste en alerte la nuit. Non, c'est une partie de l'histoire, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe réellement quand on dort. Alors qu'est-ce qui se joue en plus pendant le sommeil? Il faut ajouter une idée très importante. Chez certaines personnes en route vers l'épuisement, il existe déjà une fragilité du système tonico-ventilatoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire une organisation un peu moins stable entre la posture, la respiration et l'état d'éveil. L'édifice est déjà bancal. Donc le système n'est pas complètement stable au départ, même la journée en veillée. Exactement. Et le jour, ça peut passer parce que la personne compense. Elle tient le coup. Voilà, elle y tient grâce à la force de la volonté, au contexte du bureau, à l'activité, aux écrans. Mais la nuit, quand on s'endort, cette fameuse compensation disparaît. Oui, et surtout, la nuit introduit quelque chose de très particulier. C'est une baisse physiologique du tonus musculaire, ce qu'on appelle l'hypotonie. C'est normal ça, l'hypotonie nocturne. Oui, totalement normal, c'est même une protection. Pendant le sommeil paradoxal, le corps diminue volontairement le tonus musculaire pour éviter qu'on ne joue physiquement nos rêves dans le lit. Ce serait dangereux sinon. Donc tout le monde devient plus hypotonique la nuit. Oui, mais chez quelqu'un dont le système est déjà fragile au départ, eh bien cette hypotonie va amplifier l'instabilité de manière dramatique. L'instabilité de quoi exactement? De la ventilation surtout. Les muscles qui participent à la respiration, le diaphragme, les muscles des voies aériennes, les structures posturales fonctionnent beaucoup moins efficacement ensemble à cause du relâchement. Ah, donc la respiration devient moins stable. Comme si les conduits s'affaissaient. Voilà, le passage de l'air devient plus difficile, plus coûteux, le corps doit travailler davantage juste pour respirer. C'est l'image de la paille à moitié pincée, non? Si on essaie de boire avec une paille écrasée, le liquide passe, mais ça demande un effort de succion intense. C'est ça. Le terme clinique, c'est l'augmentation des résistances des voies aériennes supérieures, le SARVAS. Et c'est là que les micro-réveils apparaissent. Exactement. Le taux d'oxygène commence à baisser, donc le cerveau intervient. Ce ne sont pas forcément des réveils complets dont on se souvient, mais des micro-éveils répétés, très brefs, qui permettent de relancer la ventilation. Comme si le corps se réveillait juste assez pour redonner du tonus et ne pas décrocher. C'est une très bonne image. Le système se réactive pour éviter que la respiration ne se dégrade trop et qu'on étouffe. Et tous ces phénomènes peuvent passer complètement inaperçus. Oui, on ne parle pas forcément d'apnée du sommeil franche, ça peut être beaucoup plus discret, ce fameux SARVAS. Donc on peut croire qu'on dort bien, le sommeil n'est pas forcément mauvais en apparence, mais en fait il est complètement fragmenté. Exactement. Et c'est là le point clé. Le sommeil n'est plus réellement réparateur. Et le lendemain, du coup, Eh bien le lendemain, la personne se réveille déjà fatiguée, moins disponible, plus sensible, avec une concentration qui est très coûteuse et une capacité d'inhibition diminuée, le fameux brouillard mental. donc ce n'est pas juste « oh là là, je suis fatigué ». Non, c'est un système qui n'a pas réussi à se restaurer. Et du coup, ce qui n'a pas été régulé la nuit se manifeste le jour. Tout s'explique. Le système compense avec les moyens du bord le jour ce qu'il a été incapable de gérer la nuit. Mais alors, face à l'invisibilité de tous ces micro-réveils, une question s'impose pour notre auditoire. Si les radiographies classiques restent vides, comment est-ce qu'on peut enfin observer cette perte de marge adaptative? Comment lire les instruments de bord avant le crash? Ce qui est fascinant ici, c'est que la technologie nous offre aujourd'hui une fenêtre directe sur ces mécanismes, grâce au biofeedback et à l'électrophysiologie. On ne se fie plus juste au ressenti, alors? Plus du tout. On instrumente le corps. On place des capteurs pour lire l'activité électrodermale. Tu sais, la microsudation de la peau. On utilise l'EEG quantitatif pour le cerveau. Et on mesure la mécanique précise de la respiration. Et le but, j'imagine, ce n'est pas de voir si la personne réagit au stress, puisqu'on a dit que réagir, c'est normal. C'est ça. L'objectif, c'est de regarder la trajectoire de récupération. Sur l'écran, on fait un petit test de stress mental, la courbe monte. Chez quelqu'un qui a une bonne marge, la ligne redescend vite au calme. L'amortisseur fait son job. Voilà. Mais chez la personne épuisée, la ligne monte et elle y reste. Elle stagne. Le capteur montre un système bloqué en accélération.
La trajectoire de retour est perdue. Waouh! Assister à ça, voir cette ligne refuser de descendre sur un écran, ça doit provoquer un séisme chez le patient. Imaginez le poids de la culpabilité toxique qui disparaît d'un coup. C'est un moment souvent bouleversant en consultation, oui. Des mois à s'entendre dire que c'est dans la tête, qu'il faut faire un effort, ou se voir coller des étiquettes de dépression résistante. Et là, c'est visible, c'est mesurable. C'est la physiologie qui est grippée, pas la volonté. Exactement. Et si l'on cherche d'où vient cette perte de souplesse, on est obligé de regarder nos environnements de travail. J'allais y venir. Le design même de nos bureaux modernes, c'est une usine à saboter le STV, non? Absolument. Des espaces bruyants, des interruptions numériques constantes, et par-dessus tout, l'immobilité. Rester affaissé sur une chaise, les yeux rivés sur un écran pendant 10 heures, biologiquement, c'est lu comme un état de sidération. C'est comme si on était paralysé face à un prédateur virtuel. Le diaphragme se fige, la tension grimpe, et on n'offre jamais la décharge motrice qui permettrait de relâcher tout ça. C'est ce qui rend cette exploration d'aujourd'hui si cruciale. Si je résume, pour ceux qui nous écoutent, l'ennemi, ce n'est pas le stress. L'ennemi, c'est l'incapacité du corps à revenir à sa ligne de base. On compense le jour, et la nuit, nos voies respiratoires s'affaissent sous le coup de l'hypotonie, ruinant tout espoir de vraie récupération. C'est le résumé parfait. Il faut réapprendre physiquement au corps le chemin du retour vers le calme. Et ça soulève une ultime réflexion très troublante. On a parlé de ces fameux APA, ces ajustements posturaux qui anticipent l'action. Notre physiologie se tend pour agir avant même le mouvement. Oui, Mais que se passe-t-il dans notre corps quand on passe une journée entière à anticiper mentalement des menaces qui sont exclusivement immatérielles? Un conflit par mail, une notification urgente, le cerveau déclenche l'alarme, le corps prépare ses muscles à fuir, mais le mouvement physique libérateur ne vient jamais. c'est le défi central de notre époque. Une physiologie archaïque, forgée pour le mouvement, confrontée à un danger immobile et virtuel. Sommes-nous devenus des organismes perpétuellement contractés pour une action qui n'arrive jamais? C'est une question vertigineuse à garder en tête lors de votre prochaine notification. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la mécanique humaine et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas une théorie de plus. C'est une autre manière de lire ce que le corps essaie de dire. On a longtemps cherché à comprendre le burn-out comme un excès de stress, comme un problème à éliminer. Mais ce que l'on observe, c'est autre chose. Un système qui, progressivement, perd sa qualité à revenir. Le jour, il tient, il compense, mais la nuit, il ne restaure plus. Et c'est là que tout bascule. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui me fatigue ?», mais plutôt « est-ce que mon système sait encore revenir ?» Parce que la santé, ce n'est pas l'absence de stress, c'est la capacité à osciller et à retrouver sa ligne de base. Si cette perspective vous parle, alors vous avez déjà commencé à regarder au bon endroit. Et c'est là que tout commence. De plus, si cet épisode vous a parlé, je vous invite à prendre un moment. Le lien de l'article complet est dans la description et vous pourrez approfondir cette réflexion à votre rythme. Et si quelque chose a résonné pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le partager. Votre regard compte. Si vous pensez que cette conversation peut aider quelqu'un autour de vous, alors transmettez-la. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, nous proposons des temps d'échange pour réfléchir ensemble à votre pratique ou à votre projet. Le lien est également dans la description. Merci pour votre écoute et surtout, merci pour votre confiance. Le travail continue et nous sommes heureux de les poursuivre avec vous. À très bientôt.